Bienvenue dans l'entretien de France 24 et aujourd'hui nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Hubert Reeves. Bonjour. Bonjour madame. Vous Bonjour. publiez La fureur de vivre au seuil. Vous aviez auparavant écrit je chemine avec Hubert Reeves dans cette même maison d'édition. Un livre où vous parliez beaucoup de vous, beaucoup de votre vie, de vos bonheurs, de vos malheurs. Mais avant de m'entretenir avec vous, vous êtes astrophysicien et votre sujet de prédilection, c'est la néo-cléosynthèse. Expliquez-nous, parce que je sais que vous êtes un merveilleux vulgarisateur, Merci. la différence peut-être entre l'astrophysicien et l'astronomie, la cosmologie. Alors la différence, on peut même la dater, c'est que dans le passé, c'est-à-dire environ avant 1600, l'astronomie, ça consistait à regarder les étoiles, leurs mouvements, comprendre les mouvements des planètes et tout ça. Et autour de 1600, grâce à Galilée et à Newton, on a compris que l'astronomie, ce n'est pas simplement regarder les étoiles, c'est essayer de comprendre d'où elles tirent leur énergie, parce on commençait à créer de la physique. C'est le moment où la physique démarre, disons. Ouais. Donc maintenant, on a remplacé le mot astronomie, s'occuper des mouvements des étoiles, par l'astrophysique, qui est la physique des étoiles. C'est-à-dire, on ne se contente pas de regarder leurs mouvements, on essaie de comprendre comment elles fonctionnent, comment elles tirent leur énergie, quels sont les événements, les trous noirs, les supernovas, tout ce dont on parle beaucoup aujourd'hui. Eh bien, c'est à partir du moment où on étend le champ de l'astronomie à toute la physique, donc on appelle l'astrophysique. Voilà, et on a coutume de dire que nous sommes des poussières d'étoiles. Voilà, c'est ça qu'on commençait à comprendre, qu'alors qu'on pensait que les étoiles, qui sont très loin, c'est vrai, mais ont un rapport très intime avec nous, dans ce sens que les atomes dont nous sommes faits, le carbone, l'oxygène, l'azote, ont été créés, ont été usinés, on peut le dire, à l'intérieur des étoiles, où il fait des milliards, des millions, centaines de millions de degrés, et où il se produit de la physique nucléaire. Ces années-là, 1920, c'est le début de la physique nucléaire, où on comprend qu'on peut transformer un atome en un autre. Le vieux rêve des astrologues qui était de transformer du plomb en or. Eh bien, maintenant, on peut transformer à peu près tous les atomes les uns dans les autres, oui, de l'alchimie. Et maintenant, on sait comment ces atomes dont nous sommes formés, notre corps, a été produit, engendré par des étoiles qui ont vécu avant la naissance de la Terre, évidemment, et qui maintenant font notre corps, tout ça. Donc, en ce sens, nous sommes des poussières d'étoiles. Alors, vous dites, j'ai une fabuleuse, une envie irrépressible et qui ne s'éteindra jamais, peut-être seulement à l'heure de la mort, mais d'apprendre, une soif d'apprendre, vous voulez tout savoir, mais tout de même, il demeure un grand mystère, c'est celui de l'origine. Bien sûr, bien sûr. Je ne dis pas qu'il reste pas. Il reste beaucoup plus de mystères que de choses connues. Disons, on connaît de plus en plus de choses, mais en même temps, on apprend tout ce qu'on ne comprend pas. Et ça fait partie du programme des sciences et qui invite les jeunes gens ou les jeunes filles à faire de la science, c'est-à-dire à améliorer la connaissance, justement. Mmh. Alors, la vie humaine a une puissance infinie pour se construire. Est-ce que vous diriez qu'elle utilise cette même puissance à se détruire et à s'autodétruire? Ben, ça, c'est le paradoxe, justement. On s'aperçoit que les hommes, nous, le seul mot qui va bien, c'est nous sommes énormes. Nous sommes très forts. Nous avons bâti des instruments absolument géniaux. Nous avons fait des bombes atomiques. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes coincés avec la possibilité que nous pourrions nous éliminer nous-mêmes. Et c'est pas simplement un mot comme ça. Regardez la guerre froide entre 1950 et 1980. À plusieurs reprises, on est passé à 2 doigts d'une guerre nucléaire qui aurait pu nous éliminer tous. Alors voilà le problème. Nous sommes forts, nous sommes les plus puissants de la planète. Nous avons développé des techniques d'une puissance fantastique, les bombes atomiques.
Et maintenant, nous sommes coincés avec ce phénomène que nous constatons, que nous ne sommes pas sûrs de ne pas nous éliminer nous-mêmes. Nous essayons de l'éviter, mais ça n'est pas garanti. C'est ça le problème écologique aujourd'hui. Oui. Est-on sûr que la vie sera encore présente sur la Terre dans 100 ans, dans 200 ans? Personne ne le sait. C'est peut-être que oui, peut-être que non. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec les gens aujourd'hui qui sont très défaitistes, qui disent c'est foutu, etc. Je ne crois pas. Ça, c'est une attitude qui n'est pas tonique. C'est pas l'attitude qu'il faut. Il faut savoir la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de garder la Terre habitable et agréable. Pour nous, nos enfants, nos petits-enfants et tout cela. C'est justement ce paradoxe qui porte un nom en québécois qui dit un PFH. Oui. C'est attribué à quoi? PFH, tenez-vous bien, c'est le putain de facteur humain. Ce putain de facteur humain, tout le monde le sait, le connaît, ne peut pas l'expliquer. Il est là. Pourquoi les humains sont-ils menacés par leur propre construction? Et ça, personne ne le sait. Alors, de tous les temps, on a connu des cataclysmes, des désastres, des épidémies. Aujourd'hui, nous le vivons notamment à travers ce Covid. Et autrefois, lorsqu'il y avait une catastrophe, lorsqu'il y avait une épidémie, les hommes disaient c'est l'univers qui nous punit. Il est en colère. Avec ce virus, on entend certains dire, dans le fond, la planète, nous la maltraitons et elle se venge et elle veut qu'on l'entende. Alors, une question toute bête, est-ce que ce cosmos, est-ce que cet univers aurait une conscience ? Ce qu'on dit et que je crois bien, elle est un peu vertigineuse, ma question. La conscience de l'univers, c'est l'être humain. C'est lui qui est capable de penser. Mais l'univers en lui-même n'a pas de... Bon, là, c'est une question un peu poétique à laquelle je n'ose pas répondre. Je ne sais pas. Il y a des gens qui le disent. Moi, je trouve que c'est joli. C'est pas faux si on prend pour acquis que cette conscience de l'univers, c'est justement les êtres humains avec leur conscience. Nous sommes les seuls à menacer l'univers, mais nous sommes les seuls qui pourrions... Non, menacer l'univers, c'est beaucoup dire. Nous ne menaçons pas l'univers, nous ne menaçons même pas la Terre. Nous menaçons l'espèce humaine. Oui. C'est elle qui peut disparaître. Mais je ne pense pas que les bactéries et les coronavirus ou autres, nous pouvons les éliminer. Ça ne me paraît pas évident. Mais en fait, c'est ça que moi, j'aime interpréter. Si on veut le dire d'une façon littéraire, nous sommes la conscience. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne suis pas sûr de le savoir. On assiste à un réveil puissant, hein, vous le disiez, pour l'écologie. Les jeunes sont notamment très impliqués, très investis. Et pourtant, le dérèglement climatique a été soulevé dans les années 60, 70, donc très, très tôt. Les scientifiques l'avaient prédit. Quel serait votre message, vous, à ceux qui se préoccupent de la planète et le danger, le vrai danger, si on ne fait rien ? Alors, je pense qu'une première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut reprocher aux médias, télévision, journaux et autres, c'est qu'on parle surtout des mauvaises nouvelles et pas des bonnes. Peu. Je ne sais pas, dans votre cas, à vous, je ne connais pas bien, mais vous avez raison. C'est ça. On dit dans notre profession que les trains qui arrivent à l'heure ne nous intéressent pas. Exactement. Et c'est ça qui fait que des enfants, surtout, se disent « c'est foutu ». Et ça, c'est très mauvais sur le plan psychologique parce que ça désactive, ça démotive les gens. Je crois qu'il faut dire qu'il y a des choses qui vont mal, mais il y a des choses qui vont bien. Il y a de plus en plus d'animaux qui étaient à un moment donné condamnés apparemment à disparaître, qui sont maintenant enlevés des listes des animaux. Il y a en particulier le plus impressionnant qui est la baleine à bosse, peut-être le plus gros animal de la planète, qui a été pendant longtemps menacé d'extinction et qui aujourd'hui a été retiré des listes. Et dire qu'il y a beaucoup d'éléments positifs, en particulier un élément que je trouve très important, c'est dans la finance. De plus en plus d'instituts financiers retirent les sommes qu'ils ont mis dans des banques qui prêtent à des compagnies qui vont chercher du pétrole ou du charbon. Ça s'appelle le désinvestissement. C'est très fort aux États-Unis, c'est très fort en Angleterre, en Norvège, en Allemagne, en France, ça commence. Et ça, c'est important. Ça, ce sont des gestes conscients, complets et qui sont, je pense, extrêmement importants. On sait bien, Napoléon le disait, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, s'il n'y a pas d'argent pour
faire des choses qui sont menaçantes, c'est un point important. Alors vous dites l'argent, c'est le nerf de la guerre. Une Française, Emmanuelle Charpentier, est honorée du prix Nobel de chimie. Alors cette femme a fait ses travaux à l'étranger, elle a fini ses études à l'étranger. Et on sent bien qu'en France, l'univers n'est pas totalement propice à aider peut-être les chercheurs par manque de moyens. Elle le dit d'ailleurs elle-même. Est-ce que... Alors vous avez fait le chemin contraire, puisque vous êtes venu du Canada, vous avez travaillé aux États-Unis et vous êtes venu en France. Mais est-ce que la France aide suffisamment en matière d'argent, justement, pour leur recherche, les scientifiques? Bon, je dirais qu'il y a de beaux résultats qui sont obtenus par la France. En France, il n'y a pas que Mme Charpentier, il y a des beaux résultats. Par exemple, le satellite Planck qui a confirmé la réalité du Big Bang. Il y a eu beaucoup d'éléments français qui ont contribué. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas. Et surtout dans ces conditions présentes, avec le coronavirus, on comprend que tout ça soit un peu chamboulé. Donc oui, ce serait mieux qu'il y ait plus d'argent pour la recherche. Oui. Je voterai des deux mains. Merci beaucoup Hubert Reeves. Donc La Fureur de vivre aux éditions du Seuil. Pourquoi La Fureur de vivre en un mot? Parce qu'on constate, le livre est une invitation à constater la puissance de la vie, qu'on peut vraiment parler d'une fureur de vivre. Voilà, merci beaucoup. Merci Anna Rimene Lawadi d'avoir préparé cette émission. Merci à vous Hubert Reeves, vous êtes venu sur le plateau de France 24 et l'info continue.